Je m'appelle Ouimana Jean Bosco. Je suis rescapé du génocide des Tutsis rwandais. Je suis né à Butare, c'est au sud du Rwanda. J'avais une grande famille qui était composée par mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, mes tantes et mes cousines, mais tous ont été tués et je suis resté seul. Pendant ces 3 mois qui ont duré où les gens tuaient les autres, chaque jour on attendait la mort parce que chaque fois il y avait des attaques chez nous et j'étais enceinte et j'avais un garçon d'une année. Et c'est au mois de mai qu'on nous a annoncé qu'on venait de tuer presque toute ma famille. La personne qui nous a annoncé ça me disait que ton père, tes frères et tes sœurs, on les a déjà massacrés, il ne reste que ta mère. Assister à la mise à mort des siens, il n'y a rien de confortable. Tout au contraire, nous avons vécu des petites morts. Je ne sais pas comment vous définir ça, c'est indéfinissable le sentiment, l'état dans lequel nous étions. Je pense, à un moment ou à un autre, nous n'étions plus des hommes. Nous sommes morts presque en même temps qu'eux. Excusez-moi. Donc, on nous a dit en 1945 plus jamais ça, et puis en 1994 il y a eu ça encore. On a été témoins, comment ont été témoins les nations pendant le génocide des Juifs. Et le silence des nations, la complicité de la France, la complicité des Nations Unies pour laisser ce peuple exterminé, c'est ça aussi. On parle d'un événement qui a eu lieu il y a 11 ans. L'an dernier, j'ai assisté au témoignage de Yolande et d'une part, j'ai eu très honte de ne pas m'être intéressé à ça plus tôt et d'autre part, je me suis rendu compte à quel point c'était important de faire quelque chose par rapport à cela. Et donc l'idée, c'est que des Tutsis de diaspora et du Rwanda viennent en Israël, à la fois pour apprendre, encore une fois, l'expérience en matière de mémoire, de conservation aussi des traces, mais aussi pour que les Israéliens commencent à apprendre eux-mêmes aussi, tout simplement, ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, un génocide qui ressemble, sur beaucoup d'aspects, qui est quand même très très proche de ce qui s'est passé entre 1941 et 1945. Ma mère est Tutsi, mon père est juif et nous sommes venus ici dans le cadre de la commémoration des 2 génocides. Et donc pour moi ça représente beaucoup puisque je suis issue des 2 origines. Jérusalem, d'abord historiquement, c'est un symbole pour beaucoup de gens dans le monde pour plusieurs raisons.
mais plus particulièrement ici à Yad Vashem, c'est un haut lieu de la mémoire de la Shoah. Et pour nous, victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, c'est une très heureuse opportunité parce que c'est l'occasion de témoigner notre solidarité à un peuple qui a connu un génocide et d'apprendre surtout la défense aussi des valeurs humaines après cette expérience douloureuse où on a parfois tendance à désespérer de la capacité des hommes à être humains. Et on a besoin aussi d'eux en tant que Rwandais pour apprendre à maintenir la mémoire, à continuer à perpétuer la mémoire des gens, des victimes qui sont morts pendant le génocide et qu'on ne les oublie pas tout simplement. Alors on peut leur raconter, nous, ce qui s'est passé, les erreurs qui ont été faites, et raconter d'ailleurs pas seulement aux survivants Tutsis, mais raconter aux autres Tutsis, pour qu'ils puissent peut-être se servir de notre expérience pour raccourcir le délai, pour éviter eux-mêmes certains écueils. Encore une fois, on s'aperçoit à quel point il y a des parallèles avec le génocide des Tutsis. Donc avant Auschwitz, le camp, il y a d'abord Auschwitz, la ville où mon ami Shaul Oren allait en vacances quand il était petit. Et c'est important à voir, c'est-à-dire que faire la vallée des communautés, c'était aussi un peu cette idée-là. C'est-à-dire, attention, rappelez-vous qu'il y a une vie avant la Shoah et que la Shoah a détruit des gens, mais elle a détruit aussi des millions de moments, des millions de vies, des millions de potentiel, de bonheur, de création, de rêves, etc. Et à travers tous les monuments, finalement, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Pour les rescapés de la Shoah, une des très grandes déceptions, après tout ce qu'ils ont souffert, c'est de voir que personne ne s'intéresse à ce qu'ils ont vécu. Et ils ont même été presque rejetés et rejetés. Et il a fallu vraiment, sauf quelques exceptions, attendre plusieurs dizaines d'années, jusqu'à ce que le public soit prêt à écouter. Et je crois que si vous êtes ici, et que si nous, les rescapés de la Shoah, nous sommes ici pour vous écouter et pour vous comprendre, je crois que c'est un acte de fraternité qui va de soi. C'est important, quand on a vécu ça, quand on est issu d'un peuple qui a vécu un drame pareil, on tient à ce que les générations qui suivent connaissent cette histoire. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Ça veut dire qu'on pouvait s'opposer. Et personne ne s'est opposé. Il y a des Allemands qui étaient une petite minorité qui auraient pu dire non. Un jour, Jacques est là, il voit arriver ses grands-parents à lui. Il a tourné la tête. Et un ami à lui qui connaissait, il dit « Mais c'est tes grands-parents, dis-leur bonjour. » Non. Mais dis-leur quelque chose, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est leurs dernières 10 minutes qu'ils vont vivre ensemble. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il n'arrivait pas à parler. Il s'est retourné et dit « Je ne peux pas leur parler, j'ai pas. Qu'est-ce que je vais leur dire? Que dans 10 minutes, ils vont mourir? Je vais leur dire de garder courage. » Et un jour, il voit arriver une femme de 25 ans qui tient par la main un petit garçon de 4 ans, qui descend d'un train comme ça le long du quai à Auschwitz. Lui, il sait que si la femme, elle vient avec le petit gosse se présenter à la sélection, elle va directement à la mort. Parce que le gosse, il peut pas travailler, donc il va directement mourir. On ne sépare pas une mère pour pas faire la panique, ok. Lui, il sait qu'elle va mourir, mais elle est jeune, elle est forte. Si elle est sans le petit gosse, peut-être qu'elle a une chance d'être choisie pour aller travailler. Derrière ce couple-là arrive un vieux monsieur avec une canne. Sans réfléchir, Jacques prend la main du petit garçon de la main de la mère et la met dans la main du vieux monsieur. Ça s'est passé en quelques secondes. Et évidemment, la femme qui était jeune a été vers la vie et le petit garçon et le vieux monsieur ont été vers la mort. Après la guerre, cette femme a survécu et Jacques a survécu. En 1945, Jacques m'a raconté ça, que la femme l'a reconnu
s'est jeté sur lui, il a commencé à... Salaud, tu m'as pris mon enfant, tu m'as volé mon enfant, assassin, assassin. Il a commencé à le griffer. Et lui, il ne savait pas quoi dire, il a pleuré. 30 ans après, Jacques s'est remarié, a refait sa vie là à Paris. Toc, 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 on tape à la porte, il ouvre la porte, il y a une femme d'à peu près 55 ans, 60 ans devant lui. La femme lui dit, « Monsieur Jacques, vous me reconnaissez? Non. Je suis la femme que vous avez sauvée. Après la guerre, je vous ai sauté dessus, je vous ai maudit. Parce que vous avez séparé de mon enfant, vous avez pris mon enfant. Aujourd'hui, je vous bénis, je voudrais vous remercier. Je me suis remarié, j'ai 3 enfants. Ils sont là, c'est comme votre famille. » C'est arrivé ici. Ça s'appelle la sélection. Hier, quand j'ai guidé le groupe de Tutsi à Yad Vashem, quelqu'un m'a dit « Je vois que tu nous comprends parfaitement et moi, je vous comprends parfaitement. » Dans notre culture, on dit qu'il y a quelqu'un qui a vu le soleil avant vous. C'est-à-dire l'ancêtre quelque part. Et moi, j'ai toujours considéré les Juifs comme nos ancêtres dans l'histoire de la souffrance. La Shoah que je prendrai pour l'ancêtre du génocide des Tutsis du Rwanda. On est une famille. On est une famille. Malheureusement, cette famille a été créée par la douleur. Oui, nous nous sentons des frères. Parce que nous avons connu la même histoire. Nous avons subi le même sort. Des fois, nous étions menés à être écarifiés. On nous disait quand j'étais à l'école primaire, vous les Juifs, je ne savais pas qu'on se trouvait même les Juifs. Pourquoi on m'a appelé? Et puis, d'autre part, on parle des Tutsis comme étant, selon certaines théories, la 12e tribu d'Israël, celle qui se serait perdue. Et du coup, on les appelle les Juifs d'Afrique. Les Juifs nous écoutent plus que quiconque. Il n'y a pas de préjugés sur ce que nous racontons. Quand on parle à d'autres personnes, des Français, des Belges, certains nous qualifient des menteurs. Tout en sachant aussi qu'une partie de la population israélienne n'accepte pas de reconnaître le génocide rwandais, parce que ce serait en quelque sorte banaliser ce qui leur est arrivé en 1940-45. En fait, lorsque j'ai perdu mes enfants, je ne voulais plus vivre. Parce que pour moi, je vivais pour mon mari, pour mes enfants, ils étaient tués. Et j'ai voulu aller me conduire au barrage pour être tuée. Et ce qui m'a... Oui. Ce qui m'a arrêté en ce moment-là, c'est parce qu'une fille m'avait cachée pendant quelques jours et elle me disait, tu vas te donner à la barrière, on va me tuer. Alors que moi, je t'ai sauvé la vie. On saura que je t'ai cachée. Alors, je ne voulais pas avoir un cadavre de plus sur ma conscience parce que pour moi, c'était déjà de ma faute qu'on a exterminé ma famille.